7h20 sur France Info et ils espèrent un nouveau souffle et une mobilisation à la hausse. Les Gilets jaunes appellent à un 45e samedi de mobilisation, en particulier à Paris. Sur les réseaux sociaux, l'événement 21 septembre, mobilisation historique, compte plusieurs milliers de participants. On en parle avec nos invités ce soir. Nos invités, Michel Pigenet, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes historien et auteur de Histoire des mouvements sociaux aux éditions La Découverte. Et Philippe Pasco qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes, écrivain. Gilets jaunes, auteur également de Mensonges d'État, à paraître le 25 septembre prochain aux éditions Max Milo. Philippe Pasco, bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau de France Info. 7500 forces de l'ordre mobilisées demain. Stanislas Godon, porte-parole du syndicat de policiers Alliance, a indiqué que la mobilisation des forces de l'ordre ce samedi serait comparable à celle du mois de décembre. On va en parler dans quelques instants. Mais Adrien, d'abord, il y a de nombreux lieux dans la capitale qui seront interdits à toute manifestation demain. Absolument, journée de manifestation. Alors pas que des Gilets jaunes, il y a également une manif contre la réforme des retraites, manifestation également pour le climat, auxquelles s'ajoutent les journées du patrimoine à Paris et partout en France. Et donc le préfet de police, Didier Lallement, a pris un arrêté interdisant les manifestations dans 7 secteurs de Paris. Alors si on commence par l'ouest, vous allez voir la carte, on retrouve le bois de Boulogne, interdit, les Champs-Élysées, le Trocadéro et la Tour Eiffel, interdit. Autour de Matignon, résidence du Premier ministre, on ajoute le Sénat et l'Assemblée nationale, interdit. Notre-Dame de Paris et le bois de Vincennes, également interdit. Le dispositif de sécurité a été annoncé tout à l'heure, vous l'avez dit, Jamel, par Didier Lallement. Il sera similaire à celui mis en place le 1er mai dernier et mobilisera donc 7500 forces de l'ordre, rien que dans la capitale. Philippe Pasco, comment réagissez-vous justement à cette mobilisation des forces de l'ordre, ces lieux qui ont été interdits à toute manifestation? Je vois que les vacances sont passées, mais que rien n'a changé et qu'on autorise toujours les gens à manifester, mais à condition qu'ils manifestent chez les pauvres. Surtout ne pas aller manifester dans les endroits de pouvoir, les endroits où il y a les riches. C'est pas des méthodes. Mais bon, je suis plus étonné. Aujourd'hui, je suis plus étonné de M. Lallement, je suis plus étonné du gouvernement, je suis plus étonné de Castaner, qui ne comprennent pas la souffrance des gens. Ça fait plus de 10 mois, on est encore là, et ils restent dans l'immobilisme, surtout manifester, mais en périphérie, en banlieue. Les Champs-Élysées avaient été saccagés par des Black Blocs, on le rappelle. Est-ce que ce n'est pas simplement une mesure d'ordre public? Ça doit être ça, oui. Ça doit être une mesure d'ordre public ou c'est une mesure de protection des riches? Cherchez. Et qui a massacré? Qui a laissé massacrer? Moi, j'ai toujours du mal à comprendre que les Black Blocs, qui sont tous infiltrés, arrivent à passer tous les contrôles, eux, pour venir sur les manifestations. J'ai du mal à comprendre que l'autre fois, le 1er décembre, il y en a 50 qui descendaient de la gare du Nord, qui étaient tout en noir et qui ont réussi à passer tous les barrages. J'ai quand même quelques problèmes avec les casseurs. J'ai quelques problèmes parce que ça arrange quand même quelque chose. 99,9% des manifestations sont des gens pacifiques. C'est des gens comme vous, comme moi, votre père, votre grand-mère. Moi, je les connais, je les rencontre dans la rue. C'est pas des gens qui veulent casser. C'est juste des gens qui veulent qu'on les écoute. Vous n'avez pas l'air très en confiance avec le gouvernement, avec M. Macron. C'est le moins qu'on puisse dire, madame. Est-ce que vous pourriez m'expliquer alors pourquoi... Lisez mes livres, vous serez complètement édifié. Mais j'ai envie d'entendre, moi, ici, pourquoi est-ce que vous continuez à manifester si vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté, qu'il n'y a pas de changement? Vous avez une autre solution? Non, mais je vous pose la question. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une autre solution que de manifester? On va finir par gagner parce que je vais vous dire une chose qu'il n'a pas encore compris, le gouvernement, M. Macron. Nous sommes le nombre. Ils sont nos employés. L'argent qu'ils dépensent, c'est notre argent. On veut juste simplement qu'ils nous écoutent et qu'ils arrêtent de faire les autruches, qu'ils arrêtent de mettre la tête dans le sable et de se dire « mais tout va bien en fin de compte, mais l'économie se porte bien, je casse le code du travail, je casse les allocations au chômage, je casse tout, mais ça va bien, c'est sûr que ça va bien. Tout le monde va avoir 3 petits boulots, mal payés, pas protégés. » C'est ça la société qu'ils sont en train de nous préparer. Et quand vous avez 3 petits boulots, pas protégés, mal payés, vous fermez votre gueule et c'est ça qui veulent arriver. Est-ce que vous pensez que vous serez le nombre demain, justement? Parce qu'on sait que le mouvement, il s'étiole plus que s'étiole depuis des mois. Alors, vraiment, m'en voulez pas, cher monsieur, hein, mais venez avec moi un samedi, vous verrez que le mouvement s'étiole pas. Les chiffres qu'on vous annonce s'étiolent. Mais moi qui sillonne toute la France, je peux vous dire que ça s'étiole pas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens en colère. Est-ce que vous vous rendez compte que quasiment toutes les corporations sont folles de rage? Il y a des postiers qui ont fait 15 mois de grève. Les urgences, plus de la moitié des urgences, les pompiers sont foudrage, les VTC sont foudrage, les camionneurs sont foudrage. Et à part ça, tout va bien et ça s'étiole. Et vous croyez que tous ces gens-là vont être dans la rue demain? Je pense qu'on a lancé un mot d'ordre à quelques-uns qui s'appelle « Un samedi par mois, tous à Paris ». Un samedi par mois, tous pareil. Nous sommes le nombre. Si nous arrivons à faire la convergence, si les chefs des syndicats
arrivent à faire autre chose qu'à protéger leurs petits syndicats et à dire à leurs syndicats de rejoindre un mouvement de convergence, nous allons gagner. Parce que s'il y a 1 million, 2 millions de personnes un samedi dans Paris, la seule force qui protège M. Macron, la police, mettra les âmes par terre. Alors, puisque vous parlez de convergence, on va regarder une image, c'est celle d'une tribune qui a été publiée sur le site Reporter. C'est un appel au rassemblement, à l'unité, vous la voyez ici, à l'unité entre Gilets jaunes et écolos, notamment pour les manifestations de demain. Vous êtes clairement pour ça, pour un rassemblement et que tous ensemble, main dans la main, vous alliez manifester, quelles que soient les raisons. Aujourd'hui, toute la France souffre. La seule façon mais jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'unité, vous êtes d'accord avec moi, cette année en tout cas. Il y a monsieur Macron est très intelligent pour ça. Il distribue des petites miettes. Les camionneurs se mettent en colère. On fait un petit truc sur le diesel. Les VTC se mettent en colère. On fait un petit truc sur les VTC. Monsieur Campion, qui avait promis Monts et Merveilles, 60 km de Paris, tous les forains allaient déferler sur Paris. Un petit coup de fil dans la nuit. On donne un petit sucre à monsieur Campion. On lui promet je ne sais pas quoi, peut-être sur les municipales. Et monsieur Campion ça ne va pas durer. Les chefs qui manipulent leurs syndiqués, leurs adhérents, à un moment donné, ça ne va plus marcher. L'ensemble du peuple souffre. Il y a des gens aujourd'hui, ils vivent dans leur voiture, ils travaillent jour et nuit, ils vivent dans leur voiture. Les retraites, vous vous rendez compte de ce qui se passe sur les retraites ? Vous avez lu il y a un petit truc très bien, la pension de reversion. Vous savez, quand vous perdez votre mari ou quand vous perdez votre époux, votre épouse, avant, vous touchiez la retraite de reversion à 55 ans. Déjà, c'était passé de 51 à 50. Et bien là, dans la retraite, ils l'ont passé à 62. Ils ont reculé ça de 7 ans. Vous appelez ça un progrès social ? Moi, j'appelle ça une régression sociale. On s'est battu, nos parents, nos grands-parents se sont battus comme des fous pour qu'on ait un minimum d'avantages sociaux. On les appuie, ils sont en train de nous les prendre un par un, que ce soit dans le travail, que ce soit à la sécurité sociale, partout. Et en plus, chère madame, il y a de l'argent. Il y a plein d'argent. On nous explique qu'il n'y en a pas. Mais il y en a plein. On vous dit on ne peut pas payer les retraites. Concernant la retraite, justement, d'ici les prochaines années, les prochaines décennies, il y aura 1,5 actif pour un pensionnaire. Oui. Comment financer ça ? Mais je peux vous dire que ça, c'est des faux chiffres. Parce qu'avant... on n'est pas face à une population vieillissante. Mais avant, il y avait moins d'actifs. Avant, les femmes ne travaillaient pas. Donc, il y avait moins de gens qui cotisaient pour payer la retraite des gens. Ça, on l'oublie un petit peu dans les chiffres. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui travaillent pour payer la retraite. Et en plus de ça, il y a un truc vachement simple. Aujourd'hui, pourquoi on ne commence pas à taxer les machines ? Parce qu'on remplace l'ouvrier, on remplace le travailleur par une machine qui, elle, ne fait pas grève, qui, elle, est rapidement remboursée, mais elle ne paye pas de charge, la machine. On pourrait peut-être y penser un petit peu, parce que les bénéfices qu'on fait, par exemple, dans les supermarchés, maintenant, en supprimant les caissières et en remplaçant par des machines automatiques, les charges sociales, ils sont où ? Il n'y en a plus. Donc, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse autrement à récupérer un petit peu d'argent pour justement le bénéfice de tout le monde. Mais il y a un problème maintenant dans cette société. Donner la parole simplement à Michel Excusez-moi. Pigenet, pardon, qui nous attend depuis tout ça. Il vous écoute attentivement. On va vous laisser la parole, Michel Pigenet. Que dire de ce mouvement qui s'annonce demain ? Certains souhaitent la convergence des luttes. Est-ce qu'elle est possible ? Alors, moi, je ne lis pas dans la boule de cristal, donc j'évacue ça. Ce que je constate, c'est qu'en effet, on a demain 3 manifestations qui pointent les questions majeures sociales du pays. Les Gilets jaunes, Force ouvrière contre la réforme des retraites et la marche pour le climat. Et la marche pour le climat. Et ce que je constate, c'est qu'effectivement, ces 3 appels sont sur des parcours différents, avec des organisations différentes. Mais ce que j'en ai lu, c'est que s'ils ne convergent pas, ils échangent quand même déjà, au moins par appel interposé. La manifestation pour le climat évoque la justice sociale, évoque même les Gilets jaunes, interpelle les Gilets jaunes. Ce sont des luttes qui se croisent, en fait, c'est ça que vous nous dites. Alors, sur certains points. Jusqu'à présent, elles étaient très clivées, séparées, étanches. Désormais, il y a l'idée que la fin de mois et la fin du monde ne sont pas forcément contradictoires. Et dans les appels, ça se lie. C'est un appel à réformer quelque part le capitalisme, finalement, et dans le climat, et contre la réforme des retraites, et dans la manifestation des Gilets jaunes. Il y a une question de l'homme et de la planète, et de son exploitation. On ne veut pas forcément réduire le capitalisme. On veut une autre société. Le capitalisme, il n'est pas malsain. C'est le capitalisme à outrance qui est malsain. C'est le libéralisme à outrance qui est malsain. Les experts de l'ONU appellent à revoir, par exemple, dans l'agriculture, nos modes de production. Oui. Et justement, c'est une manière de vouloir
réformer quelque part notre façon de produire, de consommer. C'est ce que disent les experts du GIEC sur le climat. Et très honnêtement, on n'aura pas le choix. 9 milliards d'individus, on n'aura pas des tomates pour tout le monde à planter dans le sol. C'est un fait. Après, c'est quel est le profit qu'on fait sur tout ça et qu'est-ce qu'on nous donne à manger? Est-ce qu'on continue à nous donner des choses de qualité ou des choses industrielles uniquement pour faire plus de profit? Le problème, il est là. Le problème, il est... Et c'est pour ça que les luttes se rejoignent. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend, excusez-moi du terme, on nous vend de la merde qu'on nous vend très très cher et on ne peut même plus l'acheter. Donc tout se croise. Tout se croise. Et à un moment donné, il va falloir qu'ils se rendent compte, parce que c'est nous le nombre. Les riches ne se rendent pas compte, et je me tue à le dire, que qu'est-ce qui fait un riche, monsieur? C'est les pauvres. Si vous appauvrissez tous les pauvres, ils ne peuvent même plus acheter. À quoi ça sert? Ils vont être obligés de mettre des miradors, et au-dessus des miradors, ils vont mettre des grillages, et au-dessus des grillages, ils vont mettre des mitrailleuses. Mais ça ne suffira pas, les gens viendront. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils partagent le profit à outrance, ça ne sert à rien. On ne part pas avec son or dans sa tombe. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Ça sert à quoi? Avant, on faisait fortune en une vie. Maintenant, vous faites fortune en 5 ans. Vous amassez des milliards en 2 ans. Mais ces milliards, c'est le même gâteau pour tout le monde. Et il ne reste que des miettes pour les autres. Alors, on va s'arrêter sur une ville, Nemours. Nemours, où il y a des gilets jaunes mobilisés depuis le début. On est allé plusieurs fois à leur rencontre et on y est retourné cette semaine. On a rencontré 3 femmes. On leur a demandé comment elles voyaient la mobilisation, son évolution ces derniers mois, et ce qu'elles revendiquaient toujours ou de nouveau depuis quasiment 1 an. Je vous propose de regarder ce sujet de Pauline Ringenbach et on en parle juste après. Donc nous sommes à Nemours. C'est pas la première fois qu'on vient vous voir ici, les gilets jaunes de Nemours. Vous comptez participer à la manifestation ce week-end à Paris? Oui. Ah oui, on compte pas la rater en plus. Oui. C'est la reprise? Il y a déjà la reprise depuis septembre, mais là je pense qu'il y a vraiment une impact forte derrière cette grosse manifestation parisienne. C'est un appel national. Ça fait 8 mois de combat, donc on veut marquer qu'on est toujours là et qu'on n'a pas baissé les bras. Vos revendications, elles ont évolué ou pas depuis le début du mouvement? Enfin, moi, personnellement, non, c'est toujours justice sociale, justice climatique. Le prix du carburant reste quand même le nerf de la guerre? Oui, une partie, parce que c'est vraiment pour ça qu'on est descendu dans la rue. Ah, viens, Saïda. Vous connaissez Oui, c'est une gilet jaune. D'accord. J'allais au rond-point et je dis, mais il y a des gilets. Mais oui, voilà, vas-y Ça si va tu veux être avec nous. Ouais. T'as ton gilet? Et vous vous êtes rencontrés pendant les mouvements, vous connaissiez déjà avant? Non, pas du tout, je c'est au ne connaissais rond-point. pas du tout en fait. Oui, au rond-point. Au rond-point, Ouais, et dans de le train Nemours. pour aller à Paris. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça a créé quand même du lien à Oui, Nemours en fait. on se connaissait pas du tout avant, quoi. Mais là à Paris, c'est vrai que ça fait longtemps, on avait l'impression que ça s'était beaucoup calmé. Après, on a fait des pauses parce que voilà, je suis maman de 3 enfants, donc j'ai aussi des occupations personnelles, mais j'ai jamais perdu de force, quoi. Au contraire, je trouve qu'au fur et à mesure, on se renforce. Encore plus la niaque que Et le il y a mouvement, il ne quelques s'est mois. jamais essoufflé, contrairement Non. à ce qu'on a pu entendre. Jamais. Il y a eu de la violence policière, il y a aussi eu énormément de casses. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous dénoncez. Voilà, comme on dit, pas de casseurs, pas de 20h. Parce que, comme on a regardé ce week-end à Nantes, il n'y aurait pas eu les casseurs, on n'aurait jamais parlé des gilets. Bah, on a quand même peur. Au fond, on se dit, bon, on peut, l'un de nous peut repartir blessé, mais après, on a envie que les choses, elles changent, donc Voilà. on y va quand même. C'est ça. Et on se dit, on va se battre, on va pas baisser les bras juste parce qu'on nous intimide. Mais c'est le risque qu'on Parce prend. qu'on Moi, voit j'ai pas. 6 On enfants, voit rien. donc voilà, Vous peut-être que je vais avez quel âge, rentrer c'est quoi avec votre un œil en situation? moins. Ou moi, je suis mère au foyer. Vous dites ça. Vous Oui, dites, oui. Le gilet jaune est devenu banni, mal vu, donc c'est vraiment... Ça vous attriste? Ça me met en colère surtout, ouais. Si on a un gilet jaune, déjà, on se fait arrêter, des contrôles d'identité, il y a énormément de répression. Donc pour simplifier les choses et pour pouvoir exercer notre droit de manifester, on ne met pas notre On les gilet met jaune. Là, il a vécu votre gilet. Le mien, il a vécu, ouais. Bah, il a 10 mois. Hein. Donc, Oui, il a vécu. 10 mois, Comme dirait l'autre, il est peut-être pas beau, mais il habille la révolte. Ouais. c'est ça. C'est ça, en gros, quoi. Voilà, c'est... Il a une histoire. Il a une histoire. Philippe Pasco, depuis le début de la mobilisation, Emmanuel Macron a un peu lâché du lest, des annonces, un peu plus de 10 milliards d'euros. Non, excusez-moi, je rectifie toujours. Il a lâché des miettes. 10 milliards d'euros? Mais non, 10 milliards d'euros, c'est quoi? 100 euros sur la prime d'activité, au mois de juin, il y a des CAF qui ne pouvaient même pas la payer. Arrêtez de sortir des chiffres comme ça qui sont de la manipulation populaire. Il a lâché quoi? Il a lâché sur les retraites?
Il a lâché sur l'assurance chômage, il a lâché sur les urgences, il a lâché sur les pompiers, il a lâché quoi? Il y a eu un certain nombre d'annonces qui ont été faites. Oui, il y a des annonces, la merci de le dire, Santé. c'est des annonces. Plus de 700 millions, justement, qui seront répartis d'ici 2022. 10 milliards d'euros qui ont été annoncés également par Emmanuel Macron, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans les 10 milliards d'euros, qu'est-ce qu'il faut de plus aujourd'hui pour que la il faut simplement manifestation changer de système. s'arrête? Je vais vous donner un truc vachement simple qui était sur le grand débat. On a parlé du bulletin blanc. Il est où le bulletin blanc dans le vote? 90% des Français le demandent. Il l'a accepté? Alors, la révocation d'un élu. Aujourd'hui, moi, vous faites mal votre travail, je peux vous virer. Il y a 50 000 internautes qui écrivent pour dire ce présentateur il est mauvais, on vous vire. Et on ne vous demande pas votre avis. Alors, comment ça se fait qu'un élu, on ne peut pas les révoquer? Il y a cette revendication qui est depuis le début chez les Gilets jaunes, notamment ce fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça a été entendu visiblement du côté de l'exécutif, puisqu'ils souhaitent, dans la réforme constitutionnelle, mettre un peu plus de proportionnel lors des législatives, réduire également le nombre des parlementaires. Finalement, on a le sentiment que les Gilets jaunes ont été écoutés. Non. Confondez pas écoute et manipulation. Il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui nous a déjà planté avec le RIP. 404,7 millions de signatures pour arriver à pouvoir dire quelque chose et un parcours du combattant. Le référendum d'initiative partagée. Regardez comment il faut signer sur ADP en ce moment et je peux vous assurer que c'est aussi le parcours du combattant. Réduire le nombre de parlementaires, ce n'est pas un progrès social. C'est simplement qu'on aura moins de gens à contrôler. Et en ce moment-là, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de parlementaires qui s'écrasent. Plus de proportionnel aux législatives. Ah ben oui, c'est bien la proportionnelle. On sait un petit peu, non mais c'est bien. C'est un pas de plus vers la représentation, vers la démocratie finalement. Est-ce que ça change réellement le système? Est-ce que le peuple aura encore droit à la parole? Qu'est-ce que souhaitent les Gilets jaunes finalement? Les Gilets jaunes, prendre le pouvoir, c'est ça? Mais pourquoi prendre le pouvoir? Non, mais on n'est pas des anarchistes. Vous souhaitez réformer le système. Je veux vous comprendre finalement. J'ai envie de comprendre les revendications précises des Gilets jaunes. Réformer le système, c'est qu'on arrête que les élus ne puissent pas les contrôler. Par exemple. Comment ça se fait que la seule formation qu'on ne peut pas contrôler aujourd'hui, ce sont les élus? Le mec, il est élu, il fait ce qu'il veut derrière. C'est mon argent. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Mais quand un élu a détourné de l'argent, est-ce qu'il est révoqué? Écoutez, Ils font comment? Comment on a un contrôle sur eux? Quand un élu vous fait des promesses comme M. Macron et qui fait autre chose que ses promesses une fois qu'il est élu, comment on contrôle? Il y a la justice qui fait son travail. Quelle justice fait son travail? Au bout de 20 ans, M. Thibéry, il a été condamné au bout de combien de temps? M. Balkany, il a été condamné au bout de combien de temps? Il a été condamné. Au bout de combien de temps? Il faut que la justice fasse son travail. Oui, alors c'est marrant parce qu'elle le fait vachement vite pour les Gilets jaunes. Par contre, pour les élus comme ça, qui sont à un certain degré, ça met 21 ans pour M. Thibéry avant d'être condamné. Monsieur Chirac, il a été condamné au bout de combien de temps? Les gens qui ont truandé sur leur compte de campagne présidentielle, est-ce qu'ils ont été déchus de leur mandat? Je me rappelle qu'il y a un type qui est Balladur qui avait truandé. On a passé l'éponge. C'est bizarre, hein? Les grands, on passe l'éponge et les petits, on les écrase avec l'éponge. Alors, par rapport à ces revendications, Michel Pigenet, moi, je voudrais savoir, est-ce que les revendications qui sont encore aujourd'hui sur la table mises en avant par les personnes mobilisées dans les mouvements sociaux de Gilets jaunes, est-ce que c'est des revendications qui sont nouvelles ou est-ce que finalement, c'est déjà des choses qui ont été mises sur la table lors d'autres mouvements qui avaient pris de l'importance? Alors, il y a plusieurs niveaux. Parce que c'est un mouvement qui dure depuis plusieurs mois. Absolument. Je crois que quand on regarde les revendications qui sont apparues dès l'automne de l'année dernière, assez vite, un certain nombre de revendications sociales sont apparues qui n'étaient pas neuves, qui étaient déjà présentes dans des mouvements syndicaux, mais qui avaient échoué. Et au fond, d'une certaine façon, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas que cela, mais il a été une reprise par des gens qui étaient invisibles et qui étaient inorganisés jusqu'à présent, de ce que les mobilisations classiques syndicales n'avaient pas obtenu. C'est une première chose. Et puis, il y a autre chose. Quand j'entends M. Pasco parler, moi, j'entends l'écho de revendications qui sont beaucoup plus anciennes que les Gilets jaunes et beaucoup plus anciennes même que le XXe siècle. Au fond, ce que vous demandez, cette démocratie directe que vous demandez, c'est celle des sans-culottes, qui portaient une carmagnole qui était un gilet, en parenthèse. Mais c'est cela, c'est-à-dire le fait que le peuple, il ne peut pas être immédiatement et complètement au pouvoir, mais qu'il ait un contrôle permanent sur ses élus. Ça, c'est ce qu'on trouve chez les sans-culottes des années 1792-93, c'est ce que l'on trouve en 1848, au moment de la Seconde République, c'est ce que l'on retrouve sous la Commune de Paris. C'est la même chose. La demande de la révocation à tout moment des élus. Et pourquoi ils nous la refusent? Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils refusent. Alors, on va poursuivre justement. On va retrouver Martin Baumer qui est avec nous. Martin, ce mouvement des Gilets jaunes, on le disait, il a été lancé il y a presque un an. Comment il a évolué en termes de mobilisation?
Alors, le premier appel à se mobiliser, il a eu lieu l'année dernière, c'était le 17 novembre, et c'est l'appel qui a permis le plus important rassemblement. On prend les chiffres du ministère de l'Intérieur, 288 000 personnes mobilisées, 288 000 personnes qui, à travers l'Hexagone, vont bloquer les ronds-points, vont bloquer les autoroutes, vont bloquer les hypermarchés. Et c'est une mobilisation assez forte, finalement, parce que sur l'échelle des mobilisations, on est par exemple en dessous de celle des fonctionnaires et des cheminots en mars 2018, mais on est au-dessus de la mobilisation contre les ordonnances de la loi travail en septembre 2017. C'est donc une mobilisation importante. Oui, mais cette mobilisation, elle ne va cesser de décroître jusqu'aux vacances de Noël, et pour cause, la fin d'année approche et les fêtes approchent. Seulement le 29 décembre 2018, seulement 32 000 personnes mobilisées. Oui, mais il y aura un regain de mobilisation dès le début de l'année suivante, 84 000 personnes dans les rues le 12 janvier 2019, comme une manière de mettre la pression sur le gouvernement. La pression, pourquoi ? Parce que 3 jours plus tard, il y aura le début du grand débat. Mais ensuite, la mobilisation ne va cesser de décroître. On sera le 16 mars 2019 à 32 000 personnes dans les rues. Ce sera le jour du saccage des Champs-Élysées, 200 personnes placées en garde à vue. Et puis le dernier décompte avant les vacances, c'était le 29 juin 2019. Seulement, entre guillemets, 6 000 personnes mobilisées. Et concernant les revendications, Martin, est-ce qu'elles ont évolué depuis ? Alors au début, les revendications, elles étaient plutôt simples. Il n'y en avait que 2 le 17 novembre 2018. C'était une baisse du prix des carburants, et puis c'était également une hausse du pouvoir d'achat. Après cela, Emmanuel Macron, il a fait des annonces. C'était en décembre à la télévision. On vous en donne quelques-unes, les plus marquantes. 100 € de plus pour le SMIC, une prime de fin d'année pour certains travailleurs, au cas par cas selon les entreprises, et une hausse de la CSG annulée pour les retraités qui touchent moins de 2 000 €. Oui, mais ce mouvement, il évolue. Ce mouvement, il évolue. Les revendications, elles évoluent avec, puisque le mouvement s'est durci avec, on l'a dit, une demande de davantage de participation dans la démocratie. Voici pourquoi, dans les manifestations, on voit la demande du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, il ne sera pas mis en place. Le vote blanc, il ne sera pas mis en place non plus. Il y aura également une demande majeure dans les manifestations, c'est le retour de l'ISF. Là non plus, il ne sera pas mis en place. En revanche, la demande de baisse d'impôts pour les travailleurs, là, le gouvernement reviendra dessus et annoncera une baisse de 5 milliards d'impôts. Voilà certaines de ces mesures qui ne sont finalement que certaines des 42 revendications des Gilets jaunes. Merci beaucoup Martin Baumer pour toutes ces précisions. Il y a des réactions sur les réseaux sociaux, Adrien. Absolument, énormément de réactions. Alors plus ou moins positives bien sûr, plus ou moins insultantes aussi, parce qu'on sait que ce sujet provoque pas mal. Ouais, il est explosif en effet, et donc je vais essayer de filtrer à peu près les réactions qui arrivent évidemment sur notre page Facebook. On a Nourdim qui nous écrit « Ne lâchez rien, monsieur, c'est le mot d'ordre. Vous avez raison, la patience finira par payer un jour ». Ou l'autre, Comar Lebron qui fait une blague et qui dit que vous avez acheté votre pins à Jérôme Rodriguez. Non, surtout c'est pas lui qui les fait. Votre pins au gilet jaune, Jérôme Rodriguez. On recevra qui sera avec nous à 19h absolument. J'aime son point de vue. Oui, des alcooliques bière à la main qui défilent. Voilà, ça c'est cadeau. Bref, énormément de réactions. Mais j'ai une question pour Monsieur Pigenet qui est en face de moi depuis le début de cette interview. Vous dites, nous sommes... Oui, je sais, mais vous dites, nous sommes le monde. Dans les différents sujets, on entend... Nous sommes le nombre. Nous sommes le nombre, on entend, on, nous, mais c'est qui, on et nous ? Puisque finalement, les Gilets jaunes, on a un peu de mal à savoir qui ils sont vraiment. Votre mouvement, il est fondé bien sûr sur le refus des structures, mais une structure, vous n'en avez pas vraiment. Est-ce que ça peut être dangereux dans un mouvement d'être si mal organisé ? Dans un premier temps, ça a été un atout. Puisque ça permettait la transversalité, ça permettait de dépasser les clivages politiques, syndicaux et autres. Il est certain qu'à terme, ça pose un problème. Parce que qui prend la parole pour qui ? Monsieur est tout à fait convaincant, éloquent, mais... c'est un problème. Et il faut ensuite, quand on parle de convergence, il faut pouvoir... aligner des gens qui se rencontrent autour d'une table pour examiner qu'est-ce qu'on a de convergent, quels sont les points communs et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais ça peut conduire à quoi ? À des autoritarismes, à des hiérarchies invisibles ? Je ne sais pas à quoi ça peut conduire. Mais voilà, le problème... Alors, la disparition du mouvement, je n'en sais rien. Son étiolement, c'est possible parce que ce mouvement a eu un mouvement de sympathie assez large dans la population. Alors, les violences ont contribué à le rétrécir, mais pas que. À un moment donné, il y a eu une question de crédibilité.
Et dès lors qu'il n'y a pas de programme, et il ne peut pas y avoir de programme puisqu'il n'y a pas de convention, puisqu'il n'y a pas de structure, où peut aller ce mouvement? Et donc la crédibilité, là, est entamée. On n'a pas de programme, et dites-vous bien qu'en plus, tout le monde se rend compte, ça a à peine 10 mois, le mouvement des Gilets jaunes. On demande à des gens qui se sont réunis de façon spontanée de tout faire en 10 mois. C'est pas possible. On n'a pas de programme, c'est vrai, mais on a quand même des objectifs. Et l'objectif principal, c'est de changer le système, c'est de faire que quelque part, il y ait plus de justice sociale et plus de justice fiscale. Je vais vous donner un exemple. Et qu'ils arrêtent de mentir. Le mouvement s'est politisé, finalement. Mais non, arrêtez. Le mouvement, c'est pas politisé. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des cons, il y a des gens intelligents, il y a tout. Chez Emmanuel Macron, Par contre, je voudrais revenir sur un truc que vous avez marre, parce que j'en ai marre des mensonges. Parce que là, il y a encore eu plein de mensonges. Quand vous annoncez sur grand écran 100 € aux gens en plus sur leur salaire, non, c'est pas 100 €, c'est 80 € déjà. Parce qu'il y avait 20 € qui étaient déjà prévus. Donc vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça où il y a des mensonges et hontés qui sont uniquement de la communication. C'est que de la communication, on est bien d'accord. Sauf que les gens en ont marre. C'est-à-dire quand on vous annonce qu'on supprime l'ISF et que grâce à l'ISF, on va récupérer de l'argent sur les bateaux de plus de 30 mètres. Moi, j'ai entendu qu'ils allaient récupérer de 10 à 20 millions d'euros. Tous les énarques nous l'ont dit. Vous savez combien c'est la somme de récupération sur les bateaux de plus de 30 mètres en 2018 ? Vous voulez que je vous le donne ? 228 000 €. Donc ces gens-là nous mentent jour et nuit. Et maintenant, le mensonge est devenu la règle et la vérité est devenue l'exception. Et le peuple ne le supporte plus. Merci infiniment, Philippe Pasco, écrivain et Gilets jaunes, auteur de Mensonges d'État, à paraître le 25 septembre prochain. Je connais l'auteur, en plus. Aux éditions Max Milo, il est avec nous un peu sur ce plateau. Et Michel Pigenet, merci infiniment, historien et auteur de Histoire des mouvements sociaux aux éditions La Découverte. Vous restez avec nous sur France Info à suivre d'ici quelques instants. On retrouvera Mathieu Cavada